pense qu'il y a déjà 2 questions dans la question. La première, c'est, qu'est-ce que je ferais si jamais j'étais en L25, 50, 100, 200 et qu'est-ce que je fais au quotidien? Parce que forcément, le travail est pas le même. Je dirais qu'à mon niveau, c'est plus un travail de précision qu'un travail de fond. Mais, voilà, pour répondre je vais commencer avec la deuxième partie. Moi, ce que je fais essentiellement, c'est énormément de travail de review de session. C'est un truc que je faisais assez peu avant finalement. Maintenant que je fais beaucoup. La raison, c'est que review une session, ça permet vraiment de comprendre au maximum là où j'ai pu fauter, pourquoi j'ai fauté, et également là où j'ai pu faire des bons trucs et comment les refaire. Par exemple, je review une session, au bout de 2 heures, je vois que j'ai une erreur, j'essaie de l'analyser. Je note en fait à chacune de mes erreurs, la raison et également l'heure de ma session. Parce qu'en fait, je me rends compte, moi, je pense que c'est comme beaucoup, mais à partir du moment où je joue trop longtemps, les erreurs s'accumulent. Donc en fait, et du coup, le fait de savoir ça, ça va me permettre in game d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus alerte, peut-être jouer un peu moins de table et en fait varier ça avec mon niveau de d'attention en fait. Donc j'ai vraiment un gros travail de, où est-ce que je fais l'erreur? Pourquoi je la fais? Est-ce que des fois il y a des erreurs qui sont plutôt du leveling? Est-ce que parfois il y a des erreurs qui sont plutôt juste des erreurs, «théoriques» entre guillemets? Je regarde celles qui arrivent le plus souvent et après je corrige celles qui arrivent le plus souvent. En gros, voilà. En gros, quand j'ai commencé et que je jouais genre en 50-100, j'avais vraiment une approche où je me disais: «Il fallait absolument que je comprenne tout au jeu» et comprendre tout au jeu, c'est pas forcément savoir exactement dans ce spot, combien de pourcentage on bet, mais c'est plus comprendre, tous les concepts. Donc pour comprendre, c'est quoi, une range polarisée, ça paraît bête, mais c'est pas si facile que ça non plus. Pourquoi on va utiliser, tel ou tel sizing, pourquoi on utilise staging géométrique, pourquoi on reopen pas l'action, IP pour un tiers et je souhaitais vraiment, comprendre donc tout ce que je voyais et ça m'a vraiment aidé parce que, au fur et à mesure, quand tu prends vraiment l'habitude, à chaque fois de te demander, «Tiens, là, pourquoi je fais ça? Là, pourquoi il faut faire ça? Pourquoi faire ça?» En fait, au bout d'un moment, ça te fait build une compétence assez variée pour comprendre les spots et pour moi, la compréhension, ça reste la base. Je pense qu'elle est trop sous-estimée dans le poker. Et quand tu regardes un milieu comme les échecs, je veux dire, si tu veux être au top niveau, les gens, ils comprennent je dirais pas qu'ils comprennent tout, mais ils comprennent quand même, les moi, je Mmh. pense que le poker, c'est on est vraiment des années-lumière pour, optimiser son apprentissage parce que ce qu'on devrait faire en premier en joueur de L2, je dirais pas qu'il devrait aller sur le solver, mais il devrait comprendre ce qu'il fait, quoi. Et quand je vois des gens qui disent: «Ouais, mais en L2, le solver et la théorie, ça sert à rien», non, c'est pas vrai. Non, ça sert énormément même, puisqu'il faut du coup, vu qu'il est à un niveau de débutant, il faut qu'il comprenne ce qu'il fait. Il faut qu'il comprenne les règles et la façon dont ça marche, quoi. Un joueur de foot qui commence, si tu lui donnes un ballon qui connaît pas les règles et qui commence à dribbler en dehors de la touche, bon forcément, il va pas forcément progresser, comme les autres, quoi. Donc pour moi, la théorie est vraiment, vraiment très importante. Ça va être difficile au début, mais moi, Ouais. enfin, de toute façon, tu me connais, j'ai commencé la première année, même plus, 1 an et demi, j'ai pas joué une seule main. J'ai fait que apprendre le jeu parce que je savais très bien que si je voulais devenir fort, j'étais obligé de comprendre avant de pratiquer des choses qui potentiellement ne pouvaient pas forcément être bon au départ, surtout si je comprends pas ce que je fais. Alors je bosse un petit peu avec, Ruse, plus qu'avant. Du coup Ruse, hein, pour rappeler, c'est, un peu comme, j'étais Wizard, mais en gros on peut node lock. Je suis vraiment dans les bases. Pareil, double question, parce que ce que je fais maintenant est pas ce que je faisais avant. Ce Ouais. que je faisais avant, donc 50, 100, 200 ou même avant, c'était je regardais un spot et je cherchais à pas forcément le mémoriser, mais à comprendre. C'est-à-dire que je voulais comprendre dans tel spot, pourquoi cette main fait ça? Pourquoi ce sizing-là? Pourquoi, là c'est, EV-? Pourquoi cette main-là elle est call? Qu'est-ce que ça change si jamais, cette personne-là elle bet par exemple trop en value et cetera. Donc j'avais vraiment cette double approche où je me disais: «Je dois tout comprendre et je dois aussi comprendre les adaptations». Donc en fait, quand je regardais une sim, moi j'ai commencé avec Pio, hein, pas Wizard. Quand je regardais une sim à chaque fois, je me disais: «Il fallait que je comprenne qu'est-ce qui se passait si vilain faisait ça ou ça». Donc du coup, à force de faire des node logs, des nodes, des centaines, voire des milliers, bah, au bout d'un moment, en fait, tu comprends assez vite et du coup, tu as plus nécessairement besoin de faire, ces node logs, mais c'est toujours utile parce que, au fur et à mesure, tu comprends les adaptations. C'est pour ça que maintenant, le travail que je fais est un peu différent. Je node un peu moins parce que, bah, surtout en 1K5K, il y a quand même moins de nœuds où tu peux vraiment faire un peu n'importe quoi. Alors des fois, pour m'amuser, quand je fais des vidéos en 100-200, je dévie un peu, mais globalement, ce que je vais faire, c'est plus des travails de précision et essayer de regarder, tiens, si jamais la personne prend pas le bon sizing, comment je peux dévier? Qu'est-ce que je peux exploiter et cetera. Ça va être plus des trucs, plus un travail de précision, alors que quand j'étais sur des stakes en plus 50-100, c'est vraiment un travail de compréhension, et compréhension thème par thème. Je pense que le solver, il y a 2 approches qui sont très bien, mais il faut faire les 2. Il y a l'approche où tu vas un petit peu dans le désert, tu regardes tous les spots, tu essaies de comprendre, tu t'entraînes et cetera. Et aussi un moment où tu dois faire: «OK, bah, flop on fait les flaps 6 bêtes, on fait les block bet river». Tu comprends comment ça marche, tu comprends les métriques, les heuristiques et après pour moi, c'est comme ça que je progresse, optimalement, en faisant les 2. Ça peut paraître paradoxal, mais je pense pas que la différence, elle se fait, sur le point de vue théorique. Il y a une grosse différence de Ouais. compréhension, c'est sûr.
Mais pour moi, la différence, elle se fait sur le plan de l'adaptation et de capabilité. Je sais pas si c'est un mot français, mais les gens sont beaucoup plus capables en high que en low. Donc ça veut dire, si jamais ils doivent faire des gros calls, des gros falls, en fait, ils vont les faire. Ça paraît contre-intuitif, hein, parce qu'on pourrait se Ouais. dire, mais du coup, ils vont forcément suivre le solver, etc. Mais non, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus créatifs. Et encore une fois, c'est pas vrai pour tous, mais c'est des joueurs qui sont beaucoup plus capables d'exploiter. Et c'est pas parce qu'ils le font pas qu'ils en sont pas capables. C'est juste qu'en 5K, bon, bah, le niveau des joueurs est un peu plus élevé. Il y a quand même moins de gros leaks flagrants chez les joueurs. Donc voilà. Après, le deuxième truc, ce serait surtout une différence au niveau des. Je pense que les joueurs de low et mid, ils ont du mal à aller dans des lines où le solver ne va pas. Ouais. Et bah, en fait, c'est des joueurs de high aussi qui ont du mal et qui suivent pour moi un peu trop la théorie. Mais je dirais c'est assez important d'apprendre à pas jouer comme le solver, mais apprendre à maximiser son EV. En fait. Je pense que c'est le seul but au poker dans toutes les stakes, c'est maximiser son EV. Et en fait, quand tu joues en 5K, bah, tu maximises plus ton EV en ayant une stratégie solide plutôt qu'en essayant d'exploiter des micro-leaks chez les vilains, parce qu'en général, la probabilité que tu fasses contre-exploiter et que tu perdes de level est beaucoup plus grande en 5K qu'en 100, en fait. Ça, mais je dirais, ouais, savoir dévier, toujours se demander où est levé, en fait. Comment je maximise mon EV dans tel ou tel spot. Si ça doit passer par du 10x pot river ou du 10% pot, toujours se demander. Et pourquoi toujours se le demander? Parce que sur le court terme, ça fait la différence. Un truc que je répète tout le temps, je vais le dire, mais c'est un peu hors contexte. Quand on arrive dans un spot, pour moi, un des trucs les plus importants, ça fait partie aussi du travail entre guillemets hors table, c'est qu'il faut réfléchir. Et quand je dis réfléchir, c'est prendre son temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent trop vite. C'est le problème de jouer trop vite. Ah oui. Et oui, non. Oh Le problème de oui. jouer trop vite, c'est que ça crée deux problèmes sur le court et le long terme. Déjà, court, bah, tu prends des moins bonnes décisions. Tu joues vite, au coup, tu prends des mauvaises décisions. Et aussi sur le long terme, le gros problème, c'est que si tu réfléchis pas sur le court terme, à force, il y a 1 milliard de spots où tu n'as pas réfléchi à assez faire des choses créatives ou alors comment maximiser ton EV. Et du coup, tu as moins progressé sur le long terme. Donc, arrivé à 1 an, 2 ans, tu as un moins bon niveau. Du coup, tu as moins gagné. Et sur le long terme, tu vas moins gagner aussi directement parce que tu as moins réfléchi à chaque spot. En fait. Je pense que le mental, il faut vraiment diviser en deux parties. Pour moi, il y a le mental, entre guillemets, mindset, mais mauvais mindset, genre mindset Instagram de 6 heures du matin avec des citations. Et ta mindset plus du côté réussite, objectif, discipline, etc. Parce qu'au final, le mental, parfois, c'est moins important, mais parfois, c'est très important. Je veux dire, moi, je trouve pas que j'ai un mental non plus exceptionnel, clairement, loin de là. Mais derrière, quand j'avais commencé, j'avais cette volonté, j'avais cette discipline pour pouvoir mettre les efforts dedans. Et ça fait partie du mental. Tu vois. Et cette partie-là, aussi la partie, bon, bah, t'adormes, comment tu gères tes sessions, etc. Et là, à ce moment-là, c'est important, mais je trouve quand même que la technique a une place prépondérante, même si le mental est très important. Mais je dirais que moi, j'ai pas non plus une tonne de conseils à donner là-dedans parce que je suis pas le plus fort mentalement, on va dire. Je suis plus fort par habitude, entre guillemets, parce qu'au bout d'un moment, bah, un moment, tu gères les swings, un moment, bah, tu fais des erreurs, au bout d'un moment, bah, tu apprends à gérer. Parce que moi, un des trucs qui m'a coûté le plus, c'est que je détestais faire des erreurs. Je déteste toujours, hein, d'ailleurs. Pas plus tard que hier, j'ai joué un spot où River, j'ai fait un mauvais size contre un fish. J'ai overbet, il m'a catch et si tu veux, c'est un truc qui m'a marqué parce que du coup, j'y ai réfléchi pendant vraiment plusieurs minutes, voire même 1 heure. Et mentalement, ça m'a affecté. Mais derrière, bah, c'est pas parce que ça m'affecte mentalement et parce que j'ai réfléchi que je deviens plus fort techniquement aussi. Les deux sont liés. Ah, moi, je vais en parler parce que j'avais complètement oublié ça, mais j'avais comment dire, j'ai vraiment la hantise que le mec en face m'exploitait. Donc, en fait, des fois, je me prenais un check raise river, personne ne bluffe, mais je me dis, allez, pour le seul mec Ouais. du pool qui va m'over C'est du bluff, prophète. bah, je vais catch, tu vois, pour pas être exploitable. Et c'est la pire erreur que je faisais. Et j'ai eu énormément de mal à passer outre. Il y a le livre de Peter Clark sur le mental poker therapy, et on en parlait. Ouais, tu me l'avais conseillé. Ouais. Euh, j'ai fait des heures aussi avec mon coach mental de l'époque, coach mental de l'époque. Donc ouais, après j'y suis parvenu. Et maintenant, je m'en fous un petit peu. Quoi. J'ai un warm-up extrêmement court. Je me mets juste en dynamisme physique. Donc en gros, je fais des pompes, des burpees pendant 1 minute, 1 minute 30, juste pour augmenter le rythme cardiaque. Si parfois j'ai besoin, j'écoute une musique, souvent toujours la même, un peu qui me motive. Et après, Ouais. go. Je pense pas que. Moi, je suis vraiment pas la team warm-up 15 minutes, cooldown 15 minutes. C'est vraiment 2 minutes, hop, tu vois. Ah, tu fais Et, pas de traîneur du tout, quoi. non, non. Parce qu'en Ok. fait, en général, j'ai remarqué un truc. Du coup, j'ai un fichier en fait où je peux repérer à quel moment sont mes erreurs. Et en Ouais. fait, pendant la session,
il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'au début à la fin. C'est vraiment les deux grosses périodes charnières. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'au début, bah, je redouble de concentration, je redouble de temps, tu vois, et pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Parce que, en fait, le problème de faire des erreurs au début, c'est que moi, perso, je fais 2-3 erreurs au début, je me dis, oui, ça va pas le faire et j'arrête ma session. Et ça arrive souvent, tu vois. Et si tu arrives à gérer ça, bah, du coup, tu peux jouer des sessions un peu plus longues. Alors, déjà, je pense qu'on peut parler de Wizard. Parce que Wizard, là, on l'utilise comme si de rien n'était. Moi, pour Ouais. rappeler aux gens, en 2019-2020, il n'y avait pas Wizard. Hein. On devait sortir le Pio, et pour Sim du USB versus Big Bang, on devait attendre 15 minutes. Et j'ai même envie de rajouter, pour run des scripts, ça prenait des jours. Et pour run des flops contre Big Bang, etc. Enfin, pardon, bouton contre Big Bang, singular spot, les CBET, etc. Ça prenait des jours. Vraiment, les agreg reports, c'était, j'en voyais, j'étais en mode, waouh, des agreg reports, quoi. Et maintenant, bah, Le Graal. t'en as normalement, quoi. Et donc, je trouve que GTO Wizard est vraiment arrivé en mode. Voilà, c'est vraiment une chance pour les gens qui se lancent aujourd'hui d'avoir Wizard, parce que moi, quand je me suis lancé, il n'y avait pas. Et pour sim des spots, ça prend bien plus de temps. Pour travailler son jeu, ça prend bien plus de temps, etc. Après, c'est pour les nouvelles typiques, genre Ruse, Deep Solver, etc. Je les ai testés. Deep Solver, je suis assez déçu, parce que pour l'instant, au moment où je m'exprime, c'est très lent pour moi, même trop lent. Genre, t'as une file d'attente pour un node lock, à un moment, c'est bon, je vais pas attendre 8 minutes. Et Ruse, c'est pas mal. Il y a quand même des petits soucis au niveau des inputs. Les ranges sont pas très bonnes. Tu peux pas encore nécessairement changer certaines choses. Mais je trouve que déjà, le fait de mixer GTO Wizard plus Nodelock intelligent, parce qu'en gros, GTO Wizard, c'est un viewer. Mais Ruse, c'est vraiment un solver et il est entraîné à calculer beaucoup plus rapidement les turns et les rivers. C'est ça qui est super intéressant. Et je pense que Ruse, j'utilise, hein, mais je pense que dans le futur, j'utiliserai quasiment que ça. À partir du moment où ce sera mieux, les ranges seront mieux, le site sera un petit peu mieux fait. Et j'utiliserai que Ruse, je pense. Cette anecdote-là, j'ai regardé une vidéo ça doit dater de genre 6 mois ou même d'un an, de Alex Foxen, joueur de MTT, plusieurs millions, qui utilisait un Pio avec un de ses collègues à plusieurs dizaines de millions. Et les mecs ne savaient pas utiliser un solver. Ils mettaient des bet rivers sans raise en face, donc ils disaient, tiens, c'est bizarre, dans ce spot, on bet pour range, c'est bizarre, tu vois. Ah oui, mais tu t'as pas mis de raise en face, donc c'est-à-dire dès que tu mises, le mec est obligé de call. Et vraiment, je suis subjugué par le fait que les gens n'apprennent pas à utiliser un logiciel. Moi, Pio, avant de l'avoir, je me suis dit, ok, je vais prendre 2 semaines, je fais une semaine, 2 semaines, et je n'utilisais pas Pio, et je regardais toutes les features, comment bien les utiliser, etc. Et je pense que d'abord, il faut vraiment bien s'en servir plutôt qu'essayer de mal s'en servir, quoi. En fait, la GTO nous donne des solutions qui sont proches de Nash. Mais Nash n'est pas l'INash. l'INash, c'est quoi? C'est la solution qui est parfaitement optimale. En théorie, tu n'as que des solutions qui sont légèrement sous-optimales, parce que tu calcules jamais à 100% et tu n'as pas tous les sizes. Mais l'INash, ce serait littéralement tous les sizes possibles, toutes les fréquences possibles, toutes les lignes possibles. Et ça, ce serait l'INash. Mais on peut pas faire l'INash, ça prend trop de temps à Donc on a que des mini-modèles qui sont un peu sous-optimales comparés à la solution parfaite. Même plus. Mais globalement, ce que je vois le plus, moi, et ce sur quoi je travaillais le plus, c'est cet aspect timing, déjà, premièrement. Et pas timing, analyse de l'adversaire, mais encore une fois, prendre son temps. Prendre son temps dans ses décisions, prendre son temps dans ce qu'on fait, vraiment. Deuxièmement, c'était les habitudes hors table. Trop de joueurs qui, des fois, ils font des trucs. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour travailler hors table? Je fais des trucs. Ouais, mais ce qu'il faut, c'est un plan précis, détaillé, que tu fais toutes les semaines, voire tous les jours. Parce que 30 minutes par jour, c'est 180 heures par mois, hein, quasiment. Donc c'est énorme. Et donc si elles sont bien organisées, bien faites, etc., la progression entre un joueur A qui a une habitude et le joueur B qui en a pas, la différence est très grande. Donc gros travail sur les habitudes. Et après ensuite, c'est un travail sur un concept. Je parle assez peu d'ailleurs sur YouTube qu'on a bossé ensemble, qui s'appelle idempotence. On bosse beaucoup dessus parce que c'est un concept vraiment très utile pour comprendre les situations de bluff catching et voilà. C'est un peu, en plus, en vrai, je pourrais en parler, hein. C'est pas que je veux pas en parler, mais c'est vraiment très très long et on va dire que je garde ça pour. Parlons des stakes et des sites. Deux choses. Premièrement, les sites. On parlait de GG Poker. GG Poker, c'est un bon site si jamais tu as un bon PVI. La qualité du site est égale à ton PVI. PVI, pour rappeler aux gens, c'est qu'en fait, ils ont un chiffre entre 0,1 et 2 qui va indexer ton regback. Donc, imaginons, tu es censé avoir 50%. Bah, s'ils te disent ton PVI, c'est de 0,5, tu vas avoir 50 divisé par 50 fois 0,5. Tu vas avoir 25% au lieu de 50. Et donc, si tu as un PVI correct, bah, tu as vraiment 50% de regback. À ce moment-là, c'est bien, parce que ta qualité des tables est belle.
Si tu as un PVI à 0,2, 0,3, bah là, c'est catastrophique. Et c'est ce qui s'est passé récemment. C'est pour ça que vous me voyez plus jouer sur GG en 1K, en 5K. C'est que je suis passé d'un PVI qui était assez bon à 0,8. Donc j'avais, en 1K, 5K, j'avais genre 50, Putain, 60 0,8. de Ah ouais. back. Et je suis passé de 0,8 à 0,2. Donc en fait, je Ah me ouais. retrouve avec 20% de back. Il y a même un moment, enfin, on pourra expliquer comment on calcule, mais il y a même un moment où j'étais à quasiment 10% de back. Mais pour vous dire, la différence entre 10 et 60% de back, c'est plus de 2,2 BB100 en 5K. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus de 110 euros toutes les 100 mains en back. C'est-à-dire que avec ce mauvais PVI là, à chaque fois que je jouais 100 mains en 5K, ça faisait 110 euros de back en moins. Ce qui est vraiment colossal. À ce moment-là, bah, le site est littéralement terrible et c'est vraiment un site très mauvais. Sinon, comparé enfin, si je peux parler des autres sites, euh, c'est quand même assez difficile en haute limite. C'est de plus en plus dur en vrai de trouver des volumes. Il y a moins en moins d'actions. C'est toujours possible si vraiment tu joues sur 4-5 sites, c'est possible. C'est un nom d'un grind un petit peu différent, mais c'est possible. Et voilà. Sinon, au niveau des stakes et comment le poker va évoluer, c'est quand même toujours bien gagnable hein, en 50, 100, 200. Enfin, il suffit d'aller sur Party ou Unibet pour voir que c'est vite la foire. Ouais. Ceci dit, c'est vrai que ouais, au fur et à mesure des années, ça descend un petit peu en termes de fréquentation, de volume, etc. Mais moi, on m'a dit la même chose quand j'ai commencé. Hein. Genre, Day 2, on m'avait dit, non, mais arrête, va plutôt sur le live parce que le line, c'est en train de mourir. Preuve en est que non. Donc, je vais pas dire que oui, mais dans 10 ans, il y aura toujours du online. On sait pas comment ça va évoluer. Mais bon, c'est quand même. Ce que je me dis toujours, c'est que l'online, on s'en rend pas compte, mais c'est un business ultra rentable pour les rooms. On s'en rend pas compte, c'est super rentable. Ah ouais. Donc, si jamais ça décroît trop, elles feront des efforts pour le pousser un peu plus, comme GG Poker le fait. Donc, je suis assez confiant dans l'avenir et je focuserai pas trop sur est-ce que l'online va survivre ou pas, parce que dans toute façon, déjà, on peut pas le contrôler. En plus de ça, si tu fais tous les efforts pour être online, c'est très facile de dévier sur du live après. Donc, en fait, ces efforts ne seront pas vains. Ils seront toujours utiles.